Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse au licenciement et à l'IA. Il y a un début de jurisprudence sur ce sujet et on va faire le point avec Olivier Picret. Il est avocat en droit social au cabinet Eyeno Sherman, il est notre invité. Le cercle RH, alors c'est un sujet de géopolitique auquel tous les RH ont parlé lorsque Donald Trump a été élu. Évidemment, les entreprises françaises face à la tempête Trump, la diversité, l'inclusion, comment faire, c'est un casse-tête. On va en parler avec nos invités, Loïc Michel, CEO de 365 Talents, et Nicole Degbo, qui est CEO de La Cabri. Comment faire pour affronter l'ogre Trump? On fera le point dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, 5 cadres sur 10 déçus sur leur augmentation. On avait parlé des salaires qui stagnaient. On fera le point avec Coralie Rachet, directrice générale chez Robert Walters. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'IA. On en parle beaucoup dans cette émission, on en parle beaucoup d'ailleurs sur Bismart. L'IA et les licenciements. Tiens, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Que dit le droit exactement sur ce sujet? On en parle avec vous, Olivier Picret. Vous êtes avocat en droit social chez Eyeno Sherman, qui est un gros cabinet. D'abord, commençons par le début, parce que c'est un sujet qui intéresse les CSE, les salariés, et puis je dirais les journalistes. L'IA va détruire des emplois. Alors, il y a un cas extrêmement pratique, très concret, d'une multinationale de l'informatique qui est en train de mettre du sens à ses angoisses, c'est Microsoft. Tout à fait. Microsoft a annoncé une vague de suppression d'emplois, en fait la deuxième vague de suppression d'emplois, notamment en lien avec l'utilisation de l'IA. Mais je pense qu'il faut également se focaliser sur les conséquences plus larges de l'IA sur l'emploi, à la fois les suppressions de postes, mais également des créations de postes. Parce qu'il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître en lien avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est ça qui est très intéressant. Vous tuez la question que j'allais vous poser, parce que c'est vrai que la grande angoisse autour de l'IA, c'est son utilisation, puis c'est l'idée que cet outil technologique peut faire perdre des emplois. Vous dites, oui, on peut en perdre d'un côté, et on va en créer d'autres. C'est cela le sujet. Tout à fait. Il y a une étude qui a été faite par ADP, qui est sortie très récemment, et qui a confirmé le fait que les salariés voyaient à la fois les bénéfices que l'IA pouvait avoir sur leur poste, mais également ils avaient une crainte par rapport à la suppression éventuelle de leur poste. Et on voit que cette suppression, en tout cas que cette crainte, elle est davantage prégnante chez les cadres, qui apparemment ils sont à 13% à avoir une crainte que leurs postes peuvent être supprimés. Mais là je me tourne vers vous, maître, parce que j'utilise le mot à dessein. Qu'est-ce que dit le droit français sur cette question? C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise a le droit, au sens juridique du terme, de se séparer de collaborateurs parce qu'elle installe un outil IA et dont elle estime qu'elle remplace un certain nombre de collaborateurs? Alors, je pense qu'il faut d'abord rappeler que le droit du travail et le code du travail n'appréhendent pas en tant que tel la notion d'IA. Ça n'existe pas dans le code du travail. Exactement. Donc, il faut qu'on utilise les outils dont nous disposons aujourd'hui pour faire rentrer l'IA dans ces catégories. Alors oui, il est possible d'envisager un licenciement économique sur la base de la mise en place de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, mais il y a plusieurs motifs qui existent pour ça. Il y a un premier motif qu'on appelle les mutations technologiques, savoir on va véritablement mettre en place un changement radical dans la manière de fonctionner d'entreprise avec un nouvel outil. À ce moment-là, ça peut justifier un motif économique et donc un licenciement et entraîner des suppressions de postes. Mais on voit que ce n'est pas forcément suffisant et que ce motif-là doit être en général lié avec un autre motif qui peut être soit la sauvegarde de la compétitivité, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une vision un petit peu proactive de la situation de l'entreprise. Il faut justifier que cette IA maintient ou va augmenter la productivité. Objectivement, c'est impossible. Ou rester compétitif par rapport à ses concurrents. Maintenir la compétitivité. Voilà, c'est ça. Mais ça, on peut le faire. Enfin, vous êtes un avocat. On peut l'évaluer. On peut le calculer, ça. On peut effectivement. Déjà, on voit par rapport aux concurrents comment est-ce qu'ils agissent. Et à ce moment-là, nos clients peuvent se déterminer sur la marche à suivre. Juste d'un mot, parce qu'on parlait de Microsoft, qui est une multinationale américaine, avec un droit spécifique aux États-Unis, qui n'est pas le droit français. Plus de sauvegarde des collaborateurs, des salariés en France qu'aux États-Unis sur ces sujets-là? Bien sûr. Il y a une véritable différence culturelle et juridique entre les États-Unis et la France. En France, bien sûr, on peut faire des licenciements collectifs, mais il y a une procédure qui est assez lourde à suivre, avec une consultation du CSE, avec potentiellement la négociation d'un accord majoritaire avec les syndicats, et également avec un motif
objectifs économiques très précis à prouver et à communiquer. De l'autre côté, aux États-Unis, on est face à de l'employment at will, c'est-à-dire que les salariés peuvent être licenciés du jour au lendemain, y compris parce qu'on va mettre en place l'IA au sein de leur entreprise. Avec des droits chômage très réduits et donc qui crée aussi de l'autre côté une fluidité sur le marché. Juste un mot, l'affaire Microsoft dont on a démarré avec vous, cette affaire Microsoft en quelque sorte, elle a des incidences en France? Il y a des collaborateurs qui ont perdu leur job ici en France ou pas? Alors oui, c'est un plan qui a été annoncé au niveau mondial. Donc oui, absolument, ça a des conséquences également sur des salariés en France. Mais il y a d'autres entreprises qui ont également mis en place des plans, on va dire, similaires. Je pense notamment à l'agence de veille média inclusive qui avait également annoncé qu'elle voulait supprimer un grand nombre de postes en raison de l'utilisation de l'IA. Finalement, ils ont dû faire un petit peu marche arrière et trouver un nouveau motif qui utilise en partie l'IA. Je pense également à un autre groupe suédois qui s'appelle Klarna, qui, pareil, avait vraiment décidé de geler complètement les embauches. Et ils ont utilisé notamment un chatbot pour remplacer les salariés. Et face au retour extrêmement négatif des clients, ils ont dit, bon, on arrête tout, on fait marche arrière et on va réembaucher. Le juge de paix, en tout cas pour certaines entreprises, c'est quand même le client, au-delà des impératifs de réduction de coûts. Merci de nous avoir éclairés et puis merci aussi de nous rassurer sur l'idée qu'on va peut-être perdre des emplois mais qu'on va en créer d'autres, parce que ça c'est une très grosse angoisse. Merci Olivier Piqueret, vous êtes avocat en droit social chez Eyeno et Sherman. Je pense l'avoir très bien prononcé. Très bien. C'était un plaisir de vous accueillir autour d'une page. Tiens, ça intéresse d'ailleurs toutes les entreprises anglo-saxonnes et américaines, on parlait de Microsoft, qui sont installées en France. Comment faire pour affronter, faire face, je dirais, aux nouvelles règles fixées par Donald Trump. Et je ne parle pas uniquement des règles douanières, mais aussi des règles autour des enjeux de diversité, d'inclusion, balayées d'un revers de main par Donald Trump. Que doivent faire les entreprises françaises, européennes? Elles doivent résister. Comment s'organisent-elles? On en parle avec nos invités. C'est le débat de Smart Job, c'est le cercle RH. Et c'est tout de suite. Le cercle RH pour parler d'un sujet alors qui n'est pas qu'un sujet géopolitique d'ailleurs ou lié au droit de douane, puisqu'on en a beaucoup parlé, parce que Donald Trump a pris des positions radicales, qui est la manière dont Donald Trump peut détricoter tous ces enjeux RH. Donc ça nous concerne, la diversité, l'inclusion, toutes ces questions-là, balayées d'un revers de main par le président américain et qui posent évidemment des questions chez nous en France et plus largement en Europe, de la manière de lui tenir tête, de résister, ces modèles contre modèles. Est-ce que c'est possible? On va en parler avec mes invités. Nicole Degbourg, ravie de vous accueillir et de vous retrouver sur le plateau. Merci Arnaud. Vous êtes CEO de la Cabrique, vous êtes venu avec plusieurs ouvrages que vous avez lus, pour certains il y a longtemps, et vous avez une certaine inquiétude sur ce sujet Trump et la manière dont il impose ses normes et son modèle. Et puis avec nous, Loïc Michel. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes le CEO de 365 Talents avec un S. Vous m'avez dit que c'était plus simple que de dire 365. Alors dorénavant, je le dirais. 365 Talents avec un S. Une tribune signée. Pourquoi les RH doivent résister à la tempête Trump sur la diversité et l'inclusion? Je commence par vous. Qu'est-ce qui se passe? Trump, dès son arrivée, évidemment, balaye tous ces sujets. Alors, climato-sceptique, sujet économique où il impose son impérialisme. Et en fait, on en a moins parlé, mais aussi des sujets autour des RH. Absolument. Tout de suite. Absolument, tout de suite. En tout cas, dès le premier trimestre de l'année, des décrets pour indiquer que toutes les politiques de diversité et d'inclusion aux États-Unis devaient être mises à plat. Et évidemment, il n'en est pas resté là parce que le soft power américain veut se répandre et il a envoyé des courriers, des missives au monde économique et au monde politique français, et en particulier dans les grandes organisations, pour leur demander de faire la même chose, d'abandonner leur politique de diversité et d'inclusion. Ça n'a pas pris exactement. Non, ça n'a pas pris. Pas à 100%, mais il y a eu quand même des impacts. Enfin, vous citiez quand même SAP, très très grand groupe informatique de la tech, qui lui s'est plié aux exigences, parce qu'en fait, ils ont des contrats qui les lient aux Américains, et que de toute façon, s'ils ne se plient pas, on ferme le robinet. Comment vous regardez ce sujet? Parce qu'on a focalisé nos enjeux sur, évidemment, la douane, les taxes douanières, ça y est, c'est validé. Mais on a très peu parlé de ces sujets RH et qui sont au-delà des sujets RH, qui sont aussi des sujets de philosophie, de modèle, de manière de vivre. On en a peu parlé. Vous êtes inquiète? Vous pensez qu'on va pouvoir résister ou pas? Alors, mon inquiétude, elle est globale, pour la simple et bonne raison que Trump ne devrait pas nous prendre par surprise. Parce que la réalité, c'est que pendant sa campagne, il a annoncé tout ce qu'il allait faire.
le sujet du DNI, c'est culturel. Donc il a une vision du monde culturelle très... il est non seulement dans l'ultra-libéralisme, mais il est en même temps dans un schéma ultra-protectionniste. Et ultra conservateur sur ses valeurs. Exactement. Et donc, je pense que la question de la DNI était un sujet test. Nous avons assez peu réagi, à l'exception de quelques pays, et donc il continue. Donc après la DNI, il y a la négociation fin juin, début juillet avec l'OTAN, où il nous impose, en plus d'acheter des appareils américains, il y a la question des tarifs qui l'utilisent comme une arme de destruction massive, conscient que certains groupes en fait ont un chiffre d'affaires extrêmement important aux États-Unis, et donc il impose sa vision du monde technologique en obligeant l'Europe à renoncer à un certain nombre de prérogatives en matière de privacy. Et si jamais nous ne sommes pas obéissants, il augmente les tarifs, et il fait la même chose avec le climat. Le décret Diversity, Equity et Inclusion, Voilà. qui est le décret dont vous parliez, Exact. ça veut dire quand même que là, nous sommes aujourd'hui, au moment où on se parle, là, des entreprises, des grands groupes, des grands comptes s'interrogent. Soit on coupe le lien avec les Américains et auquel cas ils se privent d'un développement et d'un marché colossal, soit ils se plient aux injonctions idéologiques de Trump. C'est ça. Après, j'aime bien l'idée du test, puisque en fait, c'était un test. C'est un peu comme les drones qui vont jusqu'à Copenhague. Hein. C'est ça. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Exactement. Mais c'est un test parce que en fait, ça ne concerne qu'un sous-ensemble de contractants et de sous-contractants. Oui, c'est à bas ceux bruit. qui ont affaire avec le gouvernement américain. Et c'était ça dans le document. Et ce qui est un peu paradoxal, voire très cynique, c'est que en fait, c'est sous couvert de respect des lois antidiscrimination américaines qu'il s'oppose à toutes ces normes de diversité. Donc c'est un truc complètement... vous allez loin parce que vous parlez aussi du 7 juin 2026, qui est en fait l'idée de faire rentrer la transparence, qui est un sujet qui inquiète pas mal les entreprises en Europe. Il y a pas mal de lobbying. Oui. Mais ce sujet de la transparence, là aussi, il est impacté par la position de Trump. La transparence sur les salaires entre les femmes et les hommes. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Et c'est un gros sujet, ça. Tout à fait. Nicole. Alors, je rétropédale juste sur votre dernière remarque. Quand vous disiez, c'est soit on plie, soit on résiste. Mais on oublie la troisième voie qui est de faire bloc au niveau européen. On ne le fait pas bloc. Aujourd'hui, quand on regarde la séquence du bras de fer entre la Chine et les États-Unis, on a bien vu que la Chine a parfaitement résisté, assez violemment. Pourquoi ? Parce que la Chine anticipe ce qu'on appelle une stratégie de dérisque de l'économie chinoise vis-à-vis des États-Unis depuis 2015. Donc ils avaient un plan qu'ils ont exécuté sans ciller. Et donc ils étaient prêts. Et en Europe, nous ne sommes pas prêts. L'Europe n'est pas prête. Non. Alors, moi, je serais plus nuancé sur ce sujet, encore une fois. Il y a eu une réaction immédiate. Quelques exemples, T-Mobile, SAP, qui, pour leurs activités aux États-Unis, qui ne représentent pas 100% de leur chiffre d'affaires, c'est un peu le sujet. ont accepté de renoncer à quelques projets autour de la diversité qu'ils avaient pris et quelques engagements. Quand on regarde dans les lignes, en fait, entre les lignes, c'est qu'ils avaient déjà atteint une grande partie des objectifs. Donc, je pense que c'était un truc de com pour continuer à avoir leur contrat aux États-Unis. Ils l'ont fait. À l'opposé, il y a quand même un mouvement global politique et économique des grands patrons qui ont émis leur outrance, leur étonnement et leur volonté de ne pas aller dans le sens de Trump en disant, je crois que c'est Éric Lombard qui a dit, on a notre culture, ministre de nos l'économie lois. démissionnaire. Exactement. Et on ne va pas se laisser imposer quoi que ce soit. Donc il y a eu 3 réactions, nous on les voit. La première, c'est que ça a renforcé quand même des prises de position de certains grands patrons, de grands groupes, le DRH d'Orange, Vincent Le Serre, qui a surenchéri sur ces sujets en montrant, notamment sur les réseaux sociaux, à quel point il voulait investir ces sujets de diversité et d'inclusion. Jean-Claude Legrand, chez L'Oréal, il y a aussi beaucoup de choses en avant. Donc on a ça, on a le cadre réglementaire, avec la Pay Transparency, on a quand même un cadre. Et des voix qui s'élèvent, enfin qui essaient de s'élever. Mais le verbe n'est pas l'action, c'est-à-dire qu'il y a des voix qui s'élèvent, et je ne citerai personne pour n'offenser personne, mais enfin il y a des personnes qui s'élèvent, mais qui en réalité ont coupé leur budget. Quand on va sur les grands salons comme Vivatech, comme même la REF, enfin bref, toutes ces grandes messes pour les patrons, on voit bien, les corners d'I&I sont un peu désertés. Alors, il y a un sujet qui est posé, parce que là, on parle d'Orange, qui sont les entreprises françaises, historiquement patrimoniales, j'ai envie de dire. Puis, il y a quand même le cas d'entreprises ou d'entreprises de conseil, de très gros cabinets de conseil, pour ne pas les citer. Notamment les cabinets d'avocats. Et les cabinets d'avocats et de conseil. Dont le board est intégralement aux États-Unis avec des Américains, actionnaires américains.
Et ils ont enclenché, ces grands cabinets, des politiques de diversité, d'inclusion, des politiques RH extrêmement dynamiques. Ouais. C'est quand même beaucoup plus compliqué, là, quand même. Je pense que c'est très compliqué, d'autant plus qu'ils sont pris à leur propre feu. C'est eux-mêmes qui ont sorti des études montrant la performance que permettait d'injecter la diversité et l'inclusion dans les grandes organisations. Je crois que c'est un rapport de McKinsey qui disait que les entreprises qui avaient une politique volontariste sur ces sujets avaient 39% de chances de plus de surperformer par rapport aux autres. Mais donc ils ont dit ça, et là ils sont obligés de faire marche Nicole arrière. Degbaud, là on évoque les grands noms. Jean-Claude Legrand qui est venu souvent sur ce plateau. Et puis c'est le modèle économique de L'Oréal. Est-ce que c'est au RH, au grand DRH de s'exprimer, ou est-ce qu'on doit monter d'un cran? Et est-ce que, par exemple, le président Macron, est-ce que les décideurs politiques doivent prendre la parole? Parce qu'on n'est pas que sur un sujet économique, on est sur un sujet de modèle, de société. Si on regarde le CAC 40, on va dire dans un schéma plutôt court terme, on va dire 1 an, 18 mois tout au plus, il y a une valse de 13 patrons. Les CEO qui sont choisis pour succéder à leurs prédécesseurs, ce sont des gens qui sont compatibles globalement avec la vision américaine, pour la plupart. Anglo-compatibles, enfin Parfois même des américano-compatibles. Américains vivant en France, mais en tous les cas, il y a une réflexion en amont de qui on nomme pour pouvoir faire face et négocier. Donc c'est un immense soft power Exactement. très puissant Exactement. par les hommes, Tout à fait. par les mots, par la puissance de Trump, aussi verbale, Et par la vision. et ils imposent la norme. Voilà. Et par la préparation de la vision. On n'en parle pas assez, mais Trump, il met en œuvre le projet 2025. C'est tout. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il ment à personne. pour Exactement. l'instant, C'est le projet 2025. Sauf sur la durée. Mais on ne s'est pas préparé parce qu'on n'a pas fait de scénario. Sauf sur la durée de règlement du conflit avec l'Ukraine, puisque ça devait durer 3 Tout à heures, fait. 3 jours. Ils mentent tous les jours. Voilà, donc en fait, ils changent Et d'avis c'est pour souvent. ça qu'on est incapable de suivre. Mais c'est Non, pour ce ça que je veux dire, c'est que si on est honnête, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de prospective, et on n'a pas fait de scénario. Ouais. On n'est pas prêt. Mais vous, quand même, Et- vous l'observez, ça, ce sujet que soulève Nicole Degbaud. Oui. C'est-à-dire, on place des hommes où on se dit, lui, au moins, il est compatible avec les Américains, et on est sûr de pouvoir refourguer nos produits. Alors moi, je vais avoir un contre-champ, c'est que nous, chez 365 Talents, Vous êtes dans l'IA, en plus. on donc, est dans l'IA et le pilotage des compétences et des carrières dans ces grandes organisations. On a une approche qui est très bottom-up, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller mapper en continu l'intégralité des compétences qui s'expriment et qui s'exercent sur les différents métiers, dans les différentes géographies, et on crée un langage commun autour des compétences. Donc on se fie moins à l'individualité et à cette vision top-down bien qui sûr. peut imposer, Je comprends. mais je pense que ça peut effectivement progressivement c'est une venir. image, c'est une vitrine. On voit néanmoins qu'il y a cette approche compétence qui prend beaucoup plus de place, qui s'inscrit dans le cadre réglementaire qui était déjà là. Est-ce qu'il s'est renforcé ou est-ce qu'il s'est fracturé? Je pense à la Pay Transparency. Oui. Donc on a quand même, nous, un cadre, des éléments plutôt positifs de réassurance, d'engagement, de volontarisme. J'étais avec mes clients ce midi, une quarantaine de clients grands comptes en France, et tous étaient à fond sur ces sujets. Ils ne disaient pas, OK, on arrête tout, la Pay Transparency, on oublie. De toute façon, Donc eux, ils accélèrent. Ils disent, quoi qu'il arrive, on ne lâchera pas. Et c'est le sentiment, la sensation que j'ai aujourd'hui. Donc la puissance passe par eux. Et pas par Macron. Alors, enfin, en tout cas, par une vision politique du sujet. C'est eux qui vont décider. Moi, je dis juste. Moins optimiste ou... Moi, je suis plus. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est une question de pragmatisme. Je me suis amusée juste avant d'arriver à regarder quelques éléments de la presse, de la tétanie à la mobilisation générale. Ça, c'est le gouverneur de la Banque de France. Moi, j'avais écrit un article aux Échos, une nouvelle vision pour la France est nécessaire. On n'a pas de budget, mais on n'a pas de vision pour la France. Derrière, donc pas besoin d'argent, pas de pétrole, mais il faut avoir des idées. Voilà, Le Figaro, derrière le blocage politique, le spectre de la crise financière. On n'en parle pas de ces sujets. Des patrons déboussolés. Le Parisien, il n'y a pas longtemps. Exact. Depuis la rentrée, la crise. La France plonge dans l'incertitude. Que de C'est politique l'anxiogène. et c'est économique. Que de aussi. l'anxiogène. Exactement. Une rentrée artificielle, ça c'est moi. C'est la 2e année consécutive que les patrons n'ont pas de rentrée. Je suis désolée, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. La Silicon Valley rentre dans le rang. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sachant que la plupart des grands groupes sont techno-dépendants. Et démocrates. Exactement. Oui, c'est ça le sujet. Voilà. Le Google se transforme en cheval de bataille anti-Europe.
La Fed, on Et sous-estime ce Google sujet. condamné d'ailleurs Tout à en fait. une crise diplomatique. Avec Trump en embuscade qui dit Bah oui. si vous continuez, je vais vous punir. Exact. La Fed, mine de rien, c'est Qui baisse les taux. au prochain premier trimestre, deuxième trimestre 2026. Sous la pression de Trump. Et ce que j'ai découvert ce week-end, c'est qu'ils veulent faire la même chose avec le FMI. Il faudrait que le FMI redevienne le FMI. Pourquoi ? Trump et son équipe considèrent que le FMI est trop social. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on est en train de refaçonner le monde entier. C'est plus juste une question de C'est très capitalisme juste. responsable, Je etc. suis entièrement d'accord. C'est une question de démocratie. Ouais. Qui touche aux organisations, Exactement. aux institutions financières Exactement. transversales, ou en tout cas, Exactement. internationales. Voilà. Un dernier mot, optimiste ou pessimiste? En un mot, Optimiste. pessimiste. Pragmatique. Merci de nous avoir éclairé. Ce sujet va beaucoup plus loin d'ailleurs que les enjeux RH et que Exactement. la C'est passionnante culturel. tribune signée par vous, Loïc Michel. Vous êtes le CEO de 365 Talents avec un S. Ça va au-delà des enjeux RH et de ces enjeux de transparence. C'est une guerre de modèles, une guerre pour aller plus loin de civilisation qui est C'est la guerre posée. des mondes. C'est la guerre des mondes, pour reprendre le titre un peu scientologue de Tom Cruise d'ailleurs. Merci Nicole Degbaud d'être venue nous voir, CEO de la Cabrique. Merci à Loïc Michel de nous avoir accompagnés. C'est un vaste sujet Énorme. et je suis très heureux de l'avoir traité avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler de la situation des cadres et de leur relation avec leur salaire. Alors, ils sont un peu mécontents, ces cadres déçus de leurs augmentations. C'est vrai que ça a été moins fort. On en a beaucoup parlé de CNAO et on en parle avec vous, Coralie Raché. Vous êtes directrice générale chez Robert Walters avec une étude assez intéressante sur, je dirais, des cadres un peu mi-figue, mi-raisin. Pourquoi ? Parce que globalement, les négos n'ont pas été très bonnes. Alors, merci pour l'invitation, Arnaud. Vous l'avez annoncé d'ailleurs. Pardon, Vous je l'avais annoncé, ce que j'allais dire. On avait évoqué ensemble le sujet avec une deuxième année consécutive, avec des augmentations qu'on ne savait pas, qu'on ne savait pas être du tout mirobolantes. Constat, les cadres n'étaient probablement peut-être pas assez préparés. On en a 1 sur 2, 52% qui ont une augmentation, 48% qui n'en ont pas eu au niveau individuel. Et pour 54% d'entre eux, ils se disent insatisfaits parce que pas aux attentes, pas au niveau d'inflation. Et niveau de frustration globalement très élevé. On a 9 points de plus en 2025 que 2024 sur cette même thématique. Donc, enquête qui vient regarder bilan mi-année des augmentations de début d'année. Oui, parce qu'on arrive sur les discussions de mi-année. Enfin, c'est juin, c'est On mi-année. se prépare, on va se revoir bientôt. Voilà, et à partir de décembre jusqu'à Exactement. peut-être février, on aura un regard Vision plus claire. qui dit mécontentement, dit frustration, dit envie d'aller ailleurs et envie de quitter son entreprise. Ça, c'est un vrai sujet parce que 76% cette fois-ci des entreprises expliquent qu'elles ont des difficultés pour remplacer le cadre qui est parti. Pourquoi ils ont des difficultés ? Pourquoi ils ont des difficultés ? Alors, dans les 76% dont on parle, c'est un chiffre qui recouvre deux réalités. Pénurie de compétences, qui reste une réalité. On continue à avoir des pénuries structurelles. Et de deux, des budgets limités. Le sujet de notre enquête rappelle quand même les contraintes sur lesquelles les entreprises sont serrées actuellement, avec des budgets limités, avec la préparation de la transparence sur les salaires, qui va contraindre cet exercice probablement aussi. Et complexe, inquiétant et complexe. Complexe, difficile mise en œuvre, grosse casse-tête, mais en même temps, dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'il y a un sujet de transparence, de respect et d'équité qui est attendu et qui peut avoir beaucoup de valeur. Quand même, vous qui observez le marché sur les salaires, sur la mobilité, ces cadres à 43% qui disent « moi, je n'ai pas eu assez, moi, je m'en vais ». Bon, ils ont raison de le dire, c'est une forme de menace qu'on fait au RH, mais vu le contexte économique, est-ce qu'ils ont encore la main ? Parce que je me rappelle de la période Covid où c'était magnifique. Exactement. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Exactement. On a vécu un post-Covid absolument incroyable. On est sur une deuxième phase. Baisse d'activité, marché externe plus atone, baisse des volumes, moins 16%. La PEC a parlé de 8% seulement des entreprises qui sont prêtes à recruter dans les mois qui viennent. C'est le chiffre de 2021. Donc oui, le marché n'est pas propice. La réalité, c'est que pour ceux qui veulent des gains de rémunération, la prise de risque, le changement de poste, on a aussi de belles opportunités. Elles sont moins nombreuses, mais elles existent. Mais effectivement, le paradoxe entre un marché compliqué et une sécurité d'emploi. En résumé, quand même, ce qui ressort de l'étude aussi, c'est que les entreprises, on voit bien côté cadre, il y a beaucoup d'envie de changer, mais les entreprises doivent aussi s'adapter à une pénurie de talents et avec des moyens, on vient de l'entendre, plus limités.
Oui, et avec un problème potentiellement de surcharge. Beaucoup en parlent, mais de surcharge de travail, parce que les remplacements ne sont pas faits. C'est ça. On est sur des effectifs un petit peu plus réduits. On rappelle qu'une grande partie n'ont pas été augmentés et peuvent aussi être tentés de partir. Donc on a des réductions d'effectifs. Et les surcharges provoquent du désappointement du cadre, hein, qui dit mais moi je m'en sors plus. Enfin, Des mobilisations. Il faut trouver des solutions. On est sous-staffé comme on l'entend On est souvent. sous-staffé, on a d'autres solutions. Ces contraintes nous poussent tous à nous réinventer concrètement. On peut voir ça de manière positive et optimiste aussi sur la manière de faire les choses. Typiquement, nous, sur le sujet du recrutement, ce phénomène de contraintes et financières et d'effectifs et de contraintes réglementaires nous pousse à pouvoir accompagner nos clients sur une ouverture de profil. Nos clients sont aujourd'hui plus ouverts à se dire je vais prendre un profil plus senior, je vais aller chercher dans le secteur des réfugiés pour aller lutte. On devient plus créatif et dans des contextes de transformation, des exemples qui sont super intéressants. On s'adapte. Merci Coralie d'être venue nous rendre visite. Coralie Rachet, directrice générale de chez Robert Walters. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir éclairé sur cette situation des cadres. On va la suivre, hein, parce qu'évidemment les négos vont arriver à la fin de l'année. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Merci à Nicolas Juchat et aux équipes. Merci à Angel à la réalisation aujourd'hui. Et merci à vous pour vos messages et votre fidélité à Smart Job et plus globalement à Bismart. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.